Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être tous ici réunis. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des données personnelles. On va parler de privacy, on va voir le côté tech, légal et UX. C'est un sujet qui est très condensé et très passionné aussi. Pour ça, on est entouré de 3 experts autour de nous. Pour cette table ronde, on a d'abord tout Jérôme. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, Jérôme Perrani, moi je suis en charge de marketing et du développement des affaires au sein d'une société qui s'appelle Axeptio, qui est une société qui fournit des bandeaux de consentement dits bannières de cookies pour sites web. Et on a aussi une solution maintenant pour applications mobiles, d'où notre présence avec quelques cookies gâteaux. Donc si vous voulez manger des gâteaux après cette conférence, vous pouvez descendre à notre stand. On a Baudouin Debain. Bonjour à tous, donc Baudouin Debain, je suis DPO, Data Protection Officer chez Nickel, groupe BNP Paribas. J'accompagne donc les équipes sur toutes les thématiques liées à la protection des données et j'ai un rôle aussi de conseil et d'audit en interne en étant indépendant. Donc je suis à la fois la conscience de l'entreprise et en même temps celui qui assiste la CNIL en cas de contrôle. Et en dernier, nous avons Maxime Pontois, qui est un habitué de nos tables rondes, parce que c'est la 2e fois qu'il participe aux tables rondes chez MIM. Merci. De rien, merci à vous. La dernière fois, c'était sur Flutter et le cross-platform. Moi, je suis staff engineer chez SNCF Connect and Tech. Donc, mon rôle est à la fois côté, un rôle transverse sur tout l'écosystème et surtout sur la partie mobile. Donc, j'interviens là-bas, j'étais lead dev iOS. Et maintenant, je suis lead dev Flutter en plus de tout ce que l'on peut faire chez SNCF Connect and Tech. Ok. Du coup, pour le déroulement de cette table ronde, je vais avoir des questions qui seront un peu plus spécifiques par rapport à vos profils, mais libre à vous de compléter chaque réponse, n'hésitez surtout pas. On va commencer par poser les bases. Baudouin, en termes légaux, comment on peut définir une donnée personnelle ? Alors une donnée personnelle, il y a une définition dans le RGPD, c'est une donnée... On parle de données à caractère personnel. J'insiste sur le terme caractère parce qu'une donnée, elle est directement identifiante, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, ou indirectement identifiante, et ça par recoupement, par association de données qu'on va pouvoir identifier la personne. Il y a une règle empirique qui dit que, en gros, à partir de 4 données vraiment basiques, on peut identifier une personne. Un exemple, c'est une personne entre 25 et 35 ans qui est gérant et travaille dans une épicerie et dans un village de moins de 500 habitants, sachant que des villages de moins de 500 habitants, il y en a 18 000 en France. Il n'y a qu'une seule personne qui correspond à cette description, et pourtant les 4 informations, elles sont assez basiques. Donc une donnée à caractère personnel, c'est toutes les données qui, par recoupement, permettent d'identifier une personne. Et pourquoi on les collecte ? À quoi ça sert de les collecter ? Généralement parce que vous en avez besoin au sein d'un formulaire, pour conseiller vos utilisateurs, pour personnaliser des échanges, pour des raisons réglementaires aussi. Donc on les collecte parce que c'est une nécessité et pas parce qu'on se dit que peut-être on en aurait besoin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment éviter. On collecte une donnée personnelle parce qu'on a un véritable usage et qu'on est capable de justifier pourquoi on l'a collectée. Et si on n'en a pas besoin ou si on peut faire... atteindre l'objectif avec des données moins précises ou non personnelles, eh bien on sort du cadre du RGPD, on simplifie la vie et on n'a pas affaire à moi dans le cadre des projets. Merci beaucoup. Jérôme, vous, du coup, je peux te tutoyer ? Nickel, merci. Du coup, ça fait quelques années que tu es dans ce domaine-là. Est-ce que tu as vu des évolutions en termes de consentement ou de données qu'on récolterait plus ? Avant de parler de ça, je pense qu'il faut aussi faire un petit recul historique. Vas-y. Recul historique, parce que ce qui est important, ce qu'a dit Baudouin, c'est que la donnée personnelle, encore trop souvent, est perçue par certaines organisations peu matures ou certains métiers comme justement une donnée personnelle et pas à caractère. Pour le dire simplement, l'adresse IP, aujourd'hui, c'est une donnée personnelle. Et il y a encore trop de gens qui considèrent que non, c'est une donnée technique et donc elle n'a pas un caractère personnel. Tout ça pour dire que la grande évolution, on le disait en aparté juste avant la loi informatique et liberté, c'est 1978. Le RGPD, c'est 2016, avec une période de 2 ans de mise en conformité des sociétés. La CNIL s'est intéressée à l'écosystème web de 2018 à 2022, vraiment.
d'abord en commençant par les grandes entreprises, puis en descendant sur n'importe quel type d'organisation, y compris les collectivités locales. Et puis il y a maintenant 3 ans, la CNIL a dit, bon, bah, maintenant qu'on a un peu bien ancré dans la tête de toute personne et de tout métier qui travaille sur des sites web que c'est important le RGPD et de recueillir du consentement des utilisateurs pour collecter des données et faire des traitements. Elle a annoncé en 2022 un plan pluriannuel d'arrêter un peu le Far West de ce qui pouvait se passer dans l'écosystème application mobile. Et donc en 2024, elle a sorti un rapport de 90 pages qui repose les bases sur que doit faire un éditeur d'application mobile sur le sujet, que doit faire des agences de développement, y compris des freelances, pour leur rappeler leur devoir de conseil sur ces sujets et aussi de monter leur maturité. Et puis troisième point, elle a remis le sujet des SDK multiples et variés, on pourra en parler plus tard. Et donc elle est en phase d'élévation du niveau de jeu de tout le secteur. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on organise cette session, parce que c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant pour les organisations, avec malheureusement ils vont aller faire du name and shame sans doute après l'été. Il y a des campagnes de contrôle en cours, et donc leur objectif stratégique à long terme, c'est d'avoir un écosystème application mobile du même niveau que l'écosystème web. Et puis un troisième sujet qui ne nous concerne pas, mais je vous en parle et vous pouvez aller sur le site de la CNIL, ils sont aussi en train de remettre de l'ordre dans l'écosystème de l'email marketing, avec les pixels de tracking dans tous les emails. Donc il faut vraiment avoir cette grande manœuvre en cours pour comprendre pourquoi les sujets arrivent maintenant. Voilà. Donc je n'ai pas répondu à ta question. Si, un peu quand même. Un peu. Parce que du coup, tu parlais de l'évolution donc on a et Maxime pourra le dire, on a les organisations qui sont très très matures sur ces sujets, et puis on a des organisations même de taille intermédiaire qui sont parfois en train de découvrir qu'elles sont aussi concernées. Okay. Merci beaucoup. Maxime, du coup, toi en tant que développeur, quel type de données personnelles t'es confronté à manipuler au quotidien ? À peu près toutes. Côté Connect, je pense que vous avez déjà tous au moins réservé un billet de train, donc vous savez les infos quand on vous demande, donc des informations nom, prénom, âge pour des catégories tarifaires. Vous avez vos données bancaires, forcément. Nous, on essaye d'en collecter, on connecte ce qui est vraiment nécessaire, donc à la fois, comme tu disais, sur nos opérations de comptabilité derrière, ce genre de choses-là, ce qui peut être opposable, mais on essaie d'en le collecter le moins possible. On a une grosse politique de réflexion sur au moment où on va demander une information, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que c'est plus simple de ne pas la demander et de ne pas avoir à l'offusquer ou la nettoyer plus tard que effectivement la demander et se dire c'est bon, j'en aurai peut-être besoin un jour, peut-être pour débugger un truc, ou voilà. Mais dans la majorité des cas, c'est pas forcément nécessaire, quoi. On a d'autres moyens, si vous voulez, d'identifier un utilisateur juste par des identifiants que vous pouvez garder, mais qui ne sont pas liés à sa personne en tant que telle, mais plus un moyen de savoir, il a fait tel appel réseau avec tel type de paramètres pour une recherche, ce genre de choses-là, pour nous permettre de resimuler son parcours d'achat et de comprendre pourquoi il y a eu une erreur, ou ce qui s'est potentiellement mal passé, plutôt d'avoir toutes ces informations de connexion et ainsi de suite, quoi. Et après, tout ça, c'est lié à tout ce qui est aussi, plus côté iOS, toutes les gestions du consentement, App Tracking Transparency et tout, et je sais pas si tu veux en parler après derrière. Là tu peux... En quoi ça consiste en fait, l'ATT par exemple? En fait, vous avez potentiellement, alors c'est surtout propre à iOS, mais vous avez, donc maintenant avec la directive européenne, vous avez souvent les modales de consentement qui vont vous permettre de gérer finement les fournisseurs de données auxquels vous acceptez de céder vos données si jamais vous donnez votre consentement. Et en plus, Apple a introduit depuis iOS 17.5 en obligatoire la App Tracking Transparency. Donc la vie privée chez Apple est très importante. Et il y a eu une pub sûrement que vous avez vue où vous les voyez en fait faire disparaître des notions, enfin des relations, ou faire des objets qui peuvent vous espionner. Donc l'idée d'Apple derrière tout ça, c'est de se dire que d'offrir à l'utilisateur la possibilité de ne pas être traqué au sein des applications. Parce que je vais peut-être rien vous apprendre, mais si c'est pas le cas, désolé. Même si vous avez beau vous mettre en navigation privée, utiliser un VPN, machin, tous ces trucs-là, vous n'êtes jamais unique sur Internet. Même si vous ne mettez pas vos informations, vous ne serez pas unique. Je vous invite à regarder, juste ouvrir votre navigateur et ouvrir un site qui s'appelle Am I Unique.
Et à partir de là, en fait, juste à partir de vos habitudes de navigation, votre type de navigateur, votre OS, votre RAM, toutes les informations qui sont collectables et qui ne sont pas forcément personnelles, il suffit que vous ayez navigué sur 2 sites qui contiennent un tracker Google et un tracker Facebook, donc à peu près la majorité du net. Ils savent très bien où vous êtes, qui vous êtes, et ils peuvent vous identifier assez précisément, et sans avoir besoin de consentement. Donc l'idée d'Apple derrière, c'était de se dire qu'avec App Tracking Transparency, on va donner la possibilité à un utilisateur, dès le départ, de dire moi j'accepte ou non d'être traqué. Et la logique des reviews côté Apple, et la logique d'implémentation de ça, c'est Apple demande à ce que cette modale soit présentée systématiquement, à part si dans les réglages système vous avez désactivé, enfin vous avez refusé par défaut, et dans ces cas-là, le modal ne se présentera jamais. Et les développeurs ont la charge, enfin les développeurs, l'application que vous développez doit respecter la logique qui est si mon utilisateur a dit non, non c'est non. C'est comme dans la vie, quand on vous dit non, c'est non. S'il a dit oui, dans ces cas-là, je peux présenter mon autre modal, donc plus pour nous Européens, de consentement et d'affinement du consentement. Mais s'il a dit non, je ne dois pas présenter cette modèle-là. Parce que ça induit la possibilité de faire une erreur et finalement de dire j'ai dit non, mais je dois changer d'avis, et enfin, c'est pas clair pour l'utilisateur. La logique, vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est que tout le monde a cru, enfin, c'est surtout la partie marketing et publicitaire qui s'est affolée quand Apple a mis ça en place, parce que il y a une perte énorme de revenus liée à ça, puisque toutes les données publicitaires étaient liées essentiellement à des collectes de données personnelles, et comme Apple imposait son système avant le système de la CNIL, le truc c'est que les gens refusaient App Tracking Transparency, donc on ne pouvait pas présenter la gestion, les publicitaires ne pouvaient pas présenter cette gestion de consentement-là, et donc récupérer les revenus liés à des habitudes d'usage. App Tracking Transparency, enfin, c'est pas lié que à de la donnée pour de la pub, les fameux IDFA et ainsi de suite. C'est lié à toute donnée que vous pourriez utiliser et revendre à des tiers. Donc des habitudes d'usage. Donc c'est pas que votre mail, votre mot de passe, pas vos mots de passe, mais votre mail, votre âge, votre sexe et ainsi de suite. C'est vraiment toute donnée que vous pourriez collecter et transmettre à une entreprise tiers via différents moyens. Super. Alors, si je peux juste rajouter sur le sujet, la CNIL a sorti avec l'autorité de la concurrence tout un argumentaire montrant que Apple ATT c'était pas une fenêtre de consentement au sens du RGPD. Ils ont mis une amende de 150 millions d'euros, mais ils n'ont pas acté qu'il fallait bannir le système. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un système où la CNIL a d'abord aussi expliqué dans son rapport que j'évoquais de 2024 qu'on pouvait avoir ATT puis une bannière de consentement, ou l'inverse, une bannière de consentement puis ATT. Si vous rajoutez à ça les permissions techniques, donc appareil photo, le sensor, vous pouvez monter, on regardait tout à l'heure avec une société qui utilisait plus de 30 permissions techniques sur Android. Donc il faut imaginer aujourd'hui l'impact que peut avoir ATT, le RGPD avec la fenêtre de consentement, les permissions techniques sur les onboarding. Donc vous pouvez avoir des gens qui font bien le boulot et qui vont bien justement faire l'articulation s'il y a oui, si, c'est pas la peine de redéclencher. Mais on a souvent des applications où c'est la fête, c'est le sapin de Noël, on ouvre l'appli et puis il y a tout qui apparaît, qui se superpose, la fenêtre de push notif, la géoloc. Donc il faut vraiment repenser le démarrage des applications avec ces contraintes qui viennent un peu tout au long de la vie de l'onboarding. Si vous voulez tout récupérer, parce que tu parlais marketing, bah oui, ils vont vouloir absolument ATT oui ou publicitaire. Les gens du CRM ils vont vouloir absolument l'opt-in push notif. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'on ne peut plus être dans un monde où on conçoit une application sans prendre en compte ces contraintes. Ouais, et faites juste gaffe, même si, comme tu disais, la CNIL autorise ATT avant ou après, ainsi de suite, on reste tributaire des règles des reviews des stores. Sur Google, ça devient un peu plus compliqué, en tout cas, il demande un peu plus de justification potentiellement sur des permissions. Sur Apple, le process de review, il est carré et potentiellement maintenant, par expérience, on arrive à savoir quand on a un nouveau reviewer en face. Pour des raisons simples, c'est que la règle, en fait, les reviewers sont là pour appliquer des règles. Quand je vous disais ATT d'abord, pour Apple, c'est ATT d'abord. Quel que soit, en fait, tant que Apple n'aura pas été condamné par la CNIL officiellement à appliquer les règles en Europe sur la privacy et la notion d'ATT, pour un reviewer, c'est ATT d'abord, oui, non, et en fonction de ça, je présente ma fenêtre de consentement. Si vous arrivez en review et que vous avez fait, conformément à la CNIL, votre fenêtre
et dans un second temps ATT, un reviewer peut très bien refuser votre appli parce que ça ne respecte pas les règles de review d'Apple. Il y a toute la notion aussi de permission nécessaire. L'appareil photo, NFC, machin et tout, on pourrait se dire, je demande la collection complète, comme ça je suis tranquille, le jour où j'en aurai besoin, c'est bon. Apple va regarder, si vous n'avez pas besoin explicitement de cette fonctionnalité-là ou de cette feature-là sur votre device, il refusera pour des raisons que c'est pas nécessaire. Au même titre que si vous sortez une appli et que le public est trop limité, il vous refusera purement et simplement. Donc il y a plein de notions et on reste tributaire des règles de validation des stores. Tant qu'ils ne sont pas condamnés, à part si vous arrivez à ressortir un autre store alternatif à l'App Store et vous allez sur tous les fameux nouveaux stores où c'est un peu l'enfer aussi, en l'état, c'est leur store, leurs règles, jusqu'à ce qu'ils soient condamnés ou en tout cas on leur demande de faire différemment. C'est top parce que tu as commencé à répondre à la question suivante. Du coup, c'est sur les récoltes des données et les types de consentement. Donc là, vous avez déjà évoqué en fait, tout ce qui est localisation, notification. Donc tu as indiqué aussi comme quoi qu'il fallait pas tout demander, qu'il fallait que ça soit en adéquation en fait, avec votre application. Et dans le cas aussi où on veut accéder à certaines, par exemple la caméra, si vous n'avez pas demandé l'autorisation, l'app peut cracher aussi sans qu'on ait... parce qu'on n'a pas demandé. Donc en fait, c'est aussi... un petit détail intéressant. Normalement, tu l'as testé ça. Ouais, tu dirais le crash. Mais du coup, c'est pour ça. Enfin, c'est directement quand tu testes directement que tu te rends compte que tu dis ok, il y a des autorisations. Après, on se développe là-dessus. Donc, top. En termes du coup, comment on peut faire, Jérôme, pour mieux communiquer avec nos utilisateurs sur les autorisations qu'on veut demander sans les inonder d'informations? Ce qu'on a vu, en fait, on peut en demander beaucoup. Mais comment on peut les accompagner et mieux les informer? Le point essentiel, c'est d'être pédagogue et de ne pas utiliser de jargon technico-légal comme on le voit trop souvent. Il y a un autre point qui est important, qui est de ne pas utiliser des dark patterns. Donc si vous mettez en place dans l'onboarding des fenêtres de consentement, il faut mettre un oui all, il faut mettre un non à tout et il faut aussi mettre un je choisis pour donner la possibilité à l'utilisateur de choisir. Ça c'est très important. La CNIL va même jusqu'à dire il faut que la police de caractère soit identique, il faut que les tailles de police soient identiques, il faut que les couleurs soient identiques, il faut que les boutons aient exactement les mêmes couleurs. Donc ça va assez loin dans le... Faut pas les influencer. Ouais, ça va assez loin puisque le terme, tu me sauras dire mieux que moi, c'est consentement libre et éclairé. Et il y a un troisième terme que j'oublie. Univoque. Et univoque. Donc c'est libre, éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'il faut être pédagogue et expliquer pourquoi on récolte. Typiquement, si vous mettez un Facebook Pixel, il faut expliquer à quoi ça sert. Parce que c'est vrai que lorsqu'on va sur une application, il est facile de tout de suite mettre tout accepter. C'est vrai que c'est ce côté-là, ou comme on va sur un site internet aussi. Donc c'est... Et du coup, j'avais une question. Parle. En complément, oui, sur le consentement. Alors effectivement, il y a un certain nombre de critères pour qu'un consentement soit valide. Il faut qu'il soit libre. Libre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne doit avoir le choix. Le choix de dire oui, le choix de dire non. Mais c'est pas simplement non et t'as dit non, donc fin de parcours. Non, non, ça veut dire que la personne a une alternative derrière, qui potentiellement peut être dégradée, moins user-friendly, etc. Mais c'est pas libre si, au moment où vous dites oui, tu continues ton parcours d'onboarding, par exemple, et quand tu dis non, ça s'arrête là. Dans ces cas-là, c'est pas libre. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, ça me fait penser. Il y a plein de sites maintenant, alors c'est surtout sur de la presse, où on te dit, si tu refuses, tu es obligé de payer 99 centimes ou un abonnement. Est-ce que c'est vraiment... Alors on appelle ça dans le jargon les pay ou OK. Donc c'est pas vraiment libre, c'est tu payes ou tu dis OK. Le RGPD a quand même des impacts économiques assez forts sur certains domaines, hein, donc la presse en est un. Bon, en tant que DPO, on ne peut pas accepter ce type de paywall. La CNIL, qui est un régulateur, est aussi là pour moduler aussi les impacts et accompagner l'innovation. Et il y a des réflexions au niveau européen, et pas qu'en France, pour essayer de concilier protection des données et modèle économique dans le domaine de la presse. Il y a une association qui s'appelle NOIB, None of Your Business, qui est une association autrichienne bourrée de juristes qui s'attaque à Meta, Facebook. On peut même dire que ce sont des activistes. Des activistes du RGPD et qui attaquent ce type de paywall, etc., qui ont déjà été condamnés en Allemagne.
par exemple, et dans d'autres pays. En France, à ma connaissance, ça n'a pas encore été condamné. Mais c'est sûr que si on a un autre modèle économique ou une alternative libre, c'est préférable de le faire. Oui, donc sur payer au consentement, certains pays l'autorisent, certains pays le refusent, et certains pays, c'est la zone un peu grise, comme tu dis, la modulation. Et puis sur Neub, ce qui est intéressant sur Neub, donc c'est une association autrichienne qui a pignon sur rue depuis plusieurs années. Ils vont assez loin. Ils ont été portés plainte à la CNIL contre l'application sociale BeReal qui a été rachetée par le groupe Voodoo. Pourquoi ? Parce que BeReal, si les personnes disaient non au consentement, à la fenêtre de consentement, tous les jours, BeReal réaffichait la fenêtre. Donc ils ont porté plainte pour dire BeReal, c'est l'application où si vous dites pas non, il faut dire oui à un moment donné parce que c'est tout le temps. Et donc ça veut dire que c'est pas uniquement la CNIL par elle-même qui va aller faire des contrôles. C'est-à-dire qu'un internaute peut aller vous embêter, une association d'activistes autrichiens peut vous avoir dans le viseur, et une association d'activistes autrichienne a le pouvoir d'aller vous dénoncer à la CNIL. Et donc ça, c'est quand même une épée de Damoclès qui peut peser sur les épaules de beaucoup d'acteurs. On va parler maintenant des solutions et des responsabilités. On a vu qu'on peut avoir plusieurs types de solutions, une qui est développée en interne et en externe. J'avais d'abord une question pour vous tous. Qui a dans son équipe un DPO ? Vraiment pas beaucoup. À 3 sur 40 personnes, c'est ça ? C'est pas mal. Pas mal. J'ai une question. Qui travaille dans une organisation de plus de 250 salariés ? Vous devriez tous en avoir un. Ouais, c'est la moitié. Hein. Parce que le seuil, c'est 250. C'est ça, c'est les questions... C'est une obligation à partir de 250. Il n'y a pas à se poser de questions, c'est obligatoire à partir de 250 salariés. En dessous de 250, c'est fortement recommandé, sachant que c'est pas obligé d'être quelqu'un d'interne, même si c'est préférable pour connaître l'organisation et puis les spécificités de ce qui est fait en interne. Ça peut être quelqu'un qui a une autre fonction, à la condition que c'est quelqu'un qui ne peut pas être membre du CODIR, en tout cas avoir un conflit d'intérêt vis-à-vis de la protection des données. Par définition, si on est responsable marketing et qu'on veut collecter beaucoup de données personnelles, c'est un peu difficilement conciliable avec un rôle de DPO. Et est-ce que ton rôle, du coup, c'est que par rapport à une application mobile ou aussi c'est en interne avec les employés ? Alors, je suis le DPO d'une organisation vis-à-vis de toutes les données à caractère personnel. Donc, je m'occupe de tous les traitements vis-à-vis de nos clients. On a plus de 4 millions de clients. Mais également vis-à-vis des collaborateurs en interne. Puisqu'en tant que salarié, on traite des données personnelles à des fins RH, à des fins comptables, etc. Et puis, l'organisation peut être amenée à mettre en place des activités de traitement. Par exemple, pour voir si les collaborateurs sont présents sur site, faire des contrôles qui sont légitimes au regard du droit du travail, par exemple. Mais il faut quand même que ça se fasse dans les règles de l'art et en bonne conformité avec la protection des données. Puisqu'on était dans les questions, moi j'ai une question aussi pour la salle. Qui a plus de 5 SDK dans son application mobile ? Non mais levez la main. Levez la main, plus de 5. Soyez pas timide. Avec les SDK techniques. Hein. C'est pas les trucs de monitoring. À partir du moment où vous avez 5 libres dans votre appli, c'est 5 SDK potentiels. Et qui a mis Firebase ? Qui a mis du consentement dans son application en ayant Firebase ? Ouais, ça fait un quart, un cinquième. Donc Firebase, c'est de la donnée personnelle qui va aux États-Unis, c'est soumis à consentement. Même la partie crash. Sur le web, par exemple, les Google Fonts et les Google Recaptcha, c'est soumis à consentement, pour vous donner le niveau de détail où on peut aller. Du coup, j'ai une question pour toi. C'est quoi les avantages principaux d'avoir un CMP ? J'ai répondu que c'est une obligation légale et que dès que vous avez Firebase, il faut mettre une fenêtre de consentement. Mais ce qu'on essaye de faire, on n'est pas les seuls, hein, c'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Ce qu'on essaye de faire, nous, chez Axeptio, c'est de favoriser l'expérience utilisateur, éviter les expériences légales, permettre de la personnalisation. Personnalisation, c'est non seulement
la couleur, mettre son logo, pas avoir un formulaire type accord de confidentialité à l'entrée d'un site web. Si vous mettez ça dans une application mobile, ça va être particulièrement déceptif et ça va péter vos onboardings. Et puis nous, on insiste beaucoup, on a beaucoup d'exemples sur l'utilisation du wording. Donc, alors je vais donner le cas d'un site web parce que c'est pas une application mobile, mais l'Opéra de Paris. Ça commence par salut, c'est l'entrée. Coucou, c'est nous les cookies, c'est l'entrée des arts. C'est quoi le terme exact, Manon? L'entrée des artistes. Et puis après, quand on va dans la partie réglage, c'est le chef d'orchestre, c'est vous. Et quand on met des mots en gras, on augmente le taux. On ne sait pas pourquoi, mais si vous mettez certains mots en gras, c'est mieux que de ne pas mettre les mots en gras. Donc on a plein de techniques d'optimisation. Et ça, c'est important. Et tous ces sujets-là, c'est pas. On le fait une fois, puis après on passe à autre chose parce que c'était tellement pénible d'avoir le DPO au-dessus de notre tête qui nous a dit mettez un truc là parce qu'on n'est pas conforme. C'est quelque chose qu'il faut entretenir de manière régulière. Parce que dans la vie d'un projet numérique, soit site web ou application mobile, à un moment donné, vous allez rajouter une brique technique parce que vous avez un nouveau service. Tiens, il n'y avait pas d'utilisation de la géoloc, mais maintenant il y a l'utilisation de la géoloc. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Et le DPO dans les organisations est là pour entretenir la machine et dire aux gens d'avoir ça en tête tout au long de la vie des projets. Puis même, alors nous on n'utilise pas forcément la solution de Jérôme chez Connect, mais l'idée d'avoir un SDK tiers comme ça qui gère ce consentement-là aussi, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue tech. Le jour où vous avez un partenaire derrière qui change ses autorisations, enfin qui demande des permissions différentes et ainsi de suite, ce genre de SDK est capable de vous le remonter et juste de vous indiquer les nouveaux changements pour lesquels l'utilisateur doit accepter et donner son consentement, son nouveau consentement. Donc l'avantage, c'est que ça évite de se taper des mises à jour juste pour faire ça, c'est fait automatiquement. Tous vos utilisateurs, à partir du moment où vous les déclarez dans l'outil, et sont capables de recevoir ces mises à jour-là et pas de ressortir une modale complète avec la liste. À la fois, vous, ça vous simplifie la vie d'un point de vue dev, d'un point de vue marketing, ce qui est aussi pratique, c'est que si l'utilisateur a donné son consentement, il va pouvoir l'affiner et ne pas avoir à repasser sur tous ces écrans-là et potentiellement changer. Donc il y a plein de manières de gérer simplement et d'être en conformité plus facilement et plus rapidement que si on devait gérer le consentement à la main, s'assurer que sur chaque SDK j'ai le détail, faire mes tables de correspondance, mettre à jour à chaque fois, être sûr que j'ai passé les process de review et ainsi de suite. Et dernier point, on a aussi l'obligation en tant qu'acteur tiers de stocker le consentement. C'est pas uniquement de la modale, de l'écran natif ou sur du web de la pop-up. Toute action de l'utilisateur avec le fournisseur de technologie X, et si je passe là maintenant, si j'ouvre l'application SNCF Connect et que j'accepte un fournisseur de technologie, quelque part le fournisseur de gestion du consentement, il va stocker la preuve de consentement, ce qui fait que le jour, il va horodater, ce qui fait que le jour où il y aura un contrôle, tout acteur doté d'une CMP, il a stocké les preuves de consentement de tous les utilisateurs depuis la nuit des temps, horodaté et fournisseur de technologie par fournisseur de technologie. Et ça, c'est un sujet qui est souvent un peu délaissé par les équipes produits mobiles qui vont se dire oh non mais ça c'est des écrans donc on va le faire nous-mêmes. Non, c'est pas uniquement un sujet front, c'est aussi un sujet plateforme, réseau qui connecte, qui stocke du consentement et de la donnée. Un petit complément sur les SDK. Les SDK, cette année, c'est une thématique prioritaire de contrôle par la CNIL. Ça veut dire que la moitié des contrôles qu'elle va opérer et qu'elle a commencé à faire cette année portent sur cette thématique-là, justement au respect du consentement lorsque c'est nécessaire. Et ce qui est important lorsqu'on utilise un SDK, c'est bien de comprendre finalement les traitements qu'il y a derrière. Et un traitement, qu'est-ce que c'est ? C'est une utilisation de données à caractère personnel pour atteindre un certain objectif. Bon, généralement, quand vous utilisez un SDK, c'est parce qu'il va vous permettre d'implémenter une fonctionnalité que vous souhaitez. Donc ça, c'est vous qui l'avez choisi, vous avez choisi ce SDK, donc vous êtes de facto le responsable du traitement. Et vous devez donc encadrer l'utilisation des données par ce SDK en tant que responsable. Modulo, par exemple, un consentement. Mais un SDK peut aussi, pour des raisons légitimes peut-être, transmettre des données à l'éditeur qui ne sont pas de votre fait et qui résultent finalement du fonctionnement logique du SDK. Là, c'est très important de bien comprendre les données qui partent parce que vous n'en êtes pas responsable. Mais tant que ce n'est pas clarifié avec l'éditeur, tant que vous n'avez pas un accord, un contrat ou quelque chose qui dit bon, je suis responsable de cette partie-là, tu es responsable de cette partie-là,
bah, dans le flou, c'est vous qui allez être responsable et vous allez payer les pots cassés. Donc c'est très important d'engager dès le début la réflexion vis-à-vis des données qui sont échangées, des flux, et à quoi elles servent, pour bien comprendre les rôles et les responsabilités, puisque vous devez vous occuper effectivement que de la partie où vous êtes responsable, le reste étant pas de votre fait. Et bah, c'est super comme ce que tu viens de dire, parce que du coup ça enchaîne sur la question qui est du coup responsable en cas de mauvaise configuration. Le responsable, il y a deux mots pour savoir qui est responsable. C'est celui qui définit les moyens et la finalité du traitement. Bon, en bon français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui a décidé de l'objectif à atteindre. Par exemple, je vais vérifier l'âge d'une personne. Voilà, ça c'est un objectif. Il y a des milliers de façons de le faire. On peut demander une date de naissance, on peut faire de la biométrie, on peut demander une carte d'identité, on peut imaginer des tas de façons. Donc ça, c'est l'objectif. Et les moyens, c'est justement ce que j'ai cité comme exemple, c'est comment vous allez y parvenir. À partir du moment où vous définissez la recette de cuisine qui permet d'arriver à l'objectif à atteindre, vous êtes le responsable du traitement. Quand vous prenez une solution sur l'étagère, un SDK, vous êtes responsable du traitement parce que personne ne vous a forcé à prendre ce SDK. Vous auriez pu en prendre un autre. Donc vous êtes responsable. Et à partir du moment où un tiers, un éditeur, commence à dire tu vas devoir utiliser cette donnée-là en plus, etc. Alors que vous n'aviez pas prévu de le faire, vous ne souhaitiez pas le faire, voire ça vous arrange pas de le faire et que le DPO dit ça, très honnêtement, t'en as pas besoin. Commence une discussion un petit peu compliquée parfois où on n'est pas responsable de traitement tout seul peut-être. On est peut-être co-responsable du traitement. Donc on partage la responsabilité à deux. Discussion que j'ai assez régulièrement avec Google par exemple, qui se positionne toujours en tant que sous-traitant, c'est-à-dire en tant qu'exécutant, là où c'est pas toujours vrai. Donc c'est important de clarifier les choses, et même si au final vous vous mettez à utiliser la solution parce qu'en fait il décidera que c'est comme ça et pas autrement, entre guillemets si t'es pas content tu vas voir ailleurs, n'hésitez pas quand même à le formaliser, à avoir des écrits, des emails, montrer que en tant que responsable vous avez challengé, vous avez joué votre rôle de responsable de traitement et que vous n'étiez pas forcément d'accord avec le partage des responsabilités. Ça sera toujours une bonne chose en cas de contrôle, puisque vous avez un devoir de démontrer que vous êtes posé ces questions-là, et qu'elles soient positives ou négatives en termes de résultats, gardez une trace. Et c'est important ce que tu viens de dire, parce que ça ne concerne pas uniquement Google. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fournisseurs de SDK, donc dans le CRM, dans l'analytics, qui historiquement ont pris les positions. Nous on est sous-traitants, hein, c'est vous qui prenez la full responsabilité. Et la CNIL vraiment maintenant axe, et elle a même dit dans son rapport, puisque c'était remonté par certains éditeurs, que nombreux fournisseurs de SDK étaient des sociétés internationales avec de la documentation en anglaise, ne voulaient pas se plier à avoir des échanges en français. Donc ça c'est important de garder des traces comme tu l'as dit, parce que ça concerne, c'est un devoir de vigilance vis-à-vis de tous les fournisseurs. Il y a encore quelques années, il y avait des fournisseurs de CRM mobile qui proposaient leurs solutions gratuitement et qui en fait monétisaient de la donnée, et c'était vraiment le Far West. Donc à avoir en tête. Et ces questions-là, en fait, c'est pas qu'une question marketing, PO, c'est qu'en tant que dev, quand vous intégrez quelque chose, c'est aussi votre rôle de regarder ce qui se passe et de ce que ça potentiellement peut les données que ça peut collecter ou remonter. Donc une petite analyse réseau, si vous avez d'autres outils qui vous permettent de faire ces relevés-là. Mais c'est l'occasion aussi de se poser les questions et se dire, est-ce que je l'intègre complètement en connaissance de cause, quoi. Donc est-ce que ma petite lib qui est faite par un pub ou un pod ou un packet manager dans un coin par un mec qui maintient ça tout seul, est-ce qu'elle fait que ça? Pourquoi elle demande ces autorisations-là? Et est-ce que d'un point de vue réseau, il se transite bien que ça, et ainsi de suite, quoi. De manière générale, le moyen le plus simple, c'est si vous avez juste besoin d'une livre pour un cas particulier, la prenez pas. Faites-le vous-même. Ce sera plus simple à maintenir et potentiellement, à part si vous avez vraiment besoin d'un truc assez complexe qui vous prendra du temps, mais il y a plein de fonctionnalités où vous pouvez le développer tout seul, potentiellement nativement avec le SDK de l'OS, et c'est plus simple à maintenir derrière, quoi. Ce qu'on disait, je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais c'est plus simple de réfléchir au début à est-ce que j'ai vraiment besoin de cette donnée-là? Je le remonte aux différentes instances, moi en tant que dev, ainsi de suite, que derrière, de devoir aller jusqu'à recevoir une injonction de la CNIL. Ça, c'est le truc que vous voulez pas recevoir, mais avoir juste un bad buzz
ou devoir justifier telle ou telle permission parce que c'est parti dans la presse, machin, et les gens commencent à se l'accaparer, et ça vous fait une mauvaise presse pour une raison qui peut potentiellement être légitime, mais à l'époque, vous n'étiez pas posé la question de pourquoi vous aviez intégré cette lib-là, pourquoi vous faisiez ça de cette manière-là. Réfléchissez un peu avant, et puis ça aussi, ajouter une lib inutile ou qui fait un petit truc que vous pourriez faire vous-même, des fois c'est l'occasion aussi de se poser la question de l'éco-conception. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter tout ce code-là, tout ce truc-là? Est-ce que la feature, je peux vraiment la présenter à ce moment-là? Le fait de démarrer ma géoloc, même si c'est à intervalle de temps régulier, est-ce que j'en ai vraiment besoin tout le temps? C'est différentes questions qui permettent de gagner... Enfin, c'est du temps que vous allez passer en conception, réflexion, et ça évitera derrière de devoir justifier des choses et potentiellement perdre du temps derrière à défaire ou à vous battre pour justifier ces choix-là, quoi. Moi, j'ai une petite anecdote. Alors, elle a maintenant 10 ans, mais je travaillais dans la presse et j'étais Head of Mobile Apps d'un groupe de presse. Et on avait un fournisseur de monétisation publicitaire, mais il fournissait pas Cordova, c'est ça? Ça s'appelait Cordova, ouais. Il fournissait pas Cordova. Le CTO, il commence en recherche. Oh là là, il trouve, je ne sais pas sur quel site web, il trouve un développeur à Hong Kong qui était spécialisé dans les plugins Cordova plus ou moins exotiques de tous les outils de marché publicitaires. Super, on a mis l'outil, donc on a eu, on pouvait monétiser, donc l'application Android était en Cordova, et donc super, on avait gagné du temps et économisé des coûts pour mettre un plugin Cordova publicitaire. Bon, on n'avait pas fait le travail de due diligence qu'il fallait, résultat, au bout de 9 mois, on s'est rendu compte que le développeur de Hong Kong, il s'accaparait 20% de l'espace publicitaire avec ses propres identifiants. Et on l'avait découvert parce qu'on avait fait des analyses réseau, justement à l'occasion de l'intégration de la SDK pour voir ce qui passait. Donc on a pris Charles Proxy, on avait regardé ce qui passait, et puis on avait dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas nos identifiants, c'est quoi ce truc? On a mené l'enquête. En fait, le business model du mec, c'était qu'il livrait des SDK super pas chers parce que derrière, il monétisait 20% du trafic publicitaire. Ça, c'est hyper simple de regarder. Hein, Elle a 10 ans, vous pouvez le raconter partout. Mais c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Tu as tous les trucs qui sont compilés dans les coins. Vous ouvrez un Wireshark ou n'importe quel outil de trame réseau, vous regardez ce qui se passe, et s'il y a des trucs qui vous semblent un peu louches, soit vous posez les questions, maintenant petite recherche Google ou à votre LLM préféré, et vous avez la réponse. C'est assez simple de regarder ce qui peut se passer. Et après, ça devient d'autant plus dangereux dans des... typiquement, nous, chez Connect, on a des exigences de... ce dont on parlait l'autre fois avec Baudouin, on a des exigences, nous, de bancaire, de sécurité bancaire, puisque les achats que vous faites, ils interviennent avec une certaine réglementation, des législations, PCI DSS par exemple, qui vous garantit qu'il n'y a rien qui se passe au moment où vous remplissez votre formulaire de paiement, toute la connexion est sécurisée, qu'il n'y a personne qui peut intercepter vos données bancaires et ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, nous on a des outils de monitoring qui nous assurent que toute navigation que vous faites dans l'ARP, les liens que vous ouvrez sont connus, et il n'y a pas d'alerte particulière. Et ce genre de choses-là, vous pouvez le faire vous rapidement. Vous parcourez votre app, vous mettez en mode release, vous lancez un Wireshark ou un Charles Proxy sur votre Mac, voilà, et vous regardez ce qui se passe. Et à partir du moment où il y avait des connexions qui vous semblent un peu bizarres, c'est qu'il y a un truc qui a été rajouté qui ne va pas et qui ne correspond pas, quoi. Pour le dire en bon vieux français, la confiance n'empêche pas le contrôle, quoi. Et c'est la responsabilité de tout le monde, quoi, du dev, parce que quelqu'un qui n'est pas dans la tech, il ne comprendra pas l'appel en SSL, sans SSL, l'appel HTTP qui part comme ça, et on ne sait pas pourquoi. Parce que même si vous mettez, vous refusez les arbitrary loads, et ainsi de suite, en général, c'est plus simple sur iOS de dire yes, arbitrary loads, c'est pas déclarer ma liste de tous mes appels que je connais, parce que tous les SDK derrière vont faire leurs propres appels plutôt que de regarder, quoi. Et du coup, comment tu fais pour toi sensibiliser tes équipes à ce thème? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que c'est toi qui appliques ça de ton côté? On essaye tous de regarder. On a quand même la chance chez Connect d'avoir on est beaucoup, mais on est quand même plein de devs ultra curieux, et on a aussi beaucoup de contrôle et beaucoup d'exigences, parce que justement sur ces choix-là, la première question déjà c'est à chaque fois c'est ce que je disais, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter cette lib-là? Bien souvent non. Et ensuite après on a des docs de qualification d'une nouvelle lib. On doit intégrer un nouveau SDK partenaire pour une raison, ou ainsi de suite. Il y a à la fois les contraintes techniques, qu'est-ce que ça impose sur ma plateforme, l'écosystème, est-ce que c'est à jour avec nos versions de Flutter et ainsi de suite. Est-ce qu'on a des qualifications de la lib en tant que telle? Est-ce qu'elle respecte des exigences de codage? Quelle est sa version de mise à jour? Ainsi de suite. Et on a à la fois le volet privacy, est-ce que ça déclare des choses?
Et le dernier volet, alors c'est un truc qui est assez... on focalise aussi beaucoup là-dessus maintenant chez Connex, c'est l'éco-conception. Donc c'est pas forcément le terme du sujet, mais se dire, est-ce que, en termes de ressources, quel est l'impact d'ajout de ce nouveau SDK, soit de monitoring, est-ce qu'on en a réellement besoin ou pas, et voilà. Et donc après, c'est toutes ces strates-là, plus le code review, plus les voilà, derrière, il a les bonnes pratiques, quoi. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Oui, ok, bon, on va passer suivant. En termes de défis techniques, en termes de règles sur la conservation des données, l'encadrage, comment ça se passe? On peut... Enfin, je sais que par exemple, on est en Europe, du coup, il faut que ce soit en Europe que les serveurs doivent se trouver. On peut les conserver combien de temps, ces données-là? Enfin, tu peux nous donner... Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Les données n'ont pas nécessairement besoin d'être en Europe. Le titre du règlement européen, donc le RGPD, c'est Règlement général sur la protection des données et la libre circulation. Le principe du RGPD, c'est de laisser faire le business, accompagner l'innovation. C'est d'abord le mantra de la CNIL. Ils ne sont pas là que pour contrôler. Mais par contre, il faut responsabiliser, savoir où sont les données, quel type de données, qui est responsable, comment les sécuriser, etc. Bref, il faut de la transparence et il faut se poser ces questions-là. Il faut que ça soit écrit et qu'on puisse démontrer à tout moment à un contrôleur ou à n'importe quel individu qui peut exercer son droit d'accès, donc ça peut être vous et moi, de répondre à la question comment vous avez sécurisé les données et où est-ce qu'elles sont, à quoi elles servent et pendant combien de temps vous les conservez. Donc la durée de conservation, la règle de base, c'est pas plus longtemps que ce que vous en avez besoin. C'est aussi bête que ça. Et ensuite, il y a possibilité toujours de conserver plus longtemps les données si on a d'autres objectifs à atteindre. Une donnée, elle est associée à plusieurs traitements. Je vais vous donner un exemple très simple. L'adresse email, tout le monde sait ce que c'est facile, ça peut servir à envoyer une newsletter, c'est un traitement, c'est un objectif, on va cocher une petite case, un consentement, et vous recevez une newsletter. Le jour où vous opt-out, vous retirez votre consentement, vous arrêtez de recevoir cette newsletter. Si cet email n'est plus utilisé pour autre chose, notamment pour se connecter à votre site, mais si par exemple il n'y en a pas besoin pour ça et que l'email était associé qu'à l'utilisation du newsletter, si la personne arrête la newsletter, vous effacez l'email. Parce que vous n'en avez plus besoin. Alors, il y a assez peu de cas, finalement, on se retrouve avec une donnée qui est utilisée dans un seul traitement. Et c'est là où, justement, dans le cycle de vie de la donnée, il faut donc se poser la question de à quel moment j'en ai besoin, à quel moment j'en ai plus besoin. Lorsque j'en ai plus besoin pour tous les usages que j'avais, je dois la supprimer. Mais parfois, on est obligé de la conserver, même si on n'en a plus besoin pour notre usage, qu'on a défini en tant que responsable de traitement, mais on doit la conserver pour des raisons réglementaires, pour des raisons de protection des intérêts, notamment juridiques. Si vous avez, il y a un utilisateur qui vous attaque, etc., vous avez le droit de garder des preuves. Ça fige le traitement. Donc, il faut se poser la question, mais si vous n'êtes pas capable de répondre pourquoi vous devez la conserver, c'est qu'en général, vous devez la supprimer. Et ça, c'est important pour tous les services, applications mobiles ou sites web, ou quand vous avez les deux, sur les bases de données de vos clients et utilisateurs. Vous avez des logins, vous avez des passwords, vous faites des bases de données clients, des bases de données users, tout ça est stocké. C'est pas la peine si votre compte, quand les personnes suppriment les comptes, ça sert à rien de garder les données en base pour éventuellement un jour les retargeter pour les faire revenir sur le service. Ça c'est valable en B2B et en B2C. Par exemple chez Axeptio, nous on s'est dit 3 ans, donc les personnes avec lesquelles on a discuté en 2020, 2021, 2022, maintenant, et qui sont plus clients ou qui étaient prospects à l'époque, même si on est en B2B, on les supprime de notre base de données. Nous, on utilise HubSpot, et donc on les supprime pour avoir une base de données propre. En plus, ça sert à rien de garder des données sur des adresses professionnelles où on sait bien que les gens ils changent de travail régulièrement. Donc ça sert à rien d'avoir un entrepôt à données vraiment identifiant qui grossit, et il faut faire du nettoyage de base régulièrement, surtout si vous avez une activité email marketing. Et ça, c'est important à avoir en tête, parce que tu parlais des défis techniques. On a dans le RGPD le droit à l'oubli, donc tout utilisateur peut demander à avoir ses données supprimées. Donc si vous êtes sur des grands services, sur des services très grand public, ça peut se chiffrer en centaines, en milliers de requêtes par an. Nous, on discute par exemple avec un prospect, c'est une grande fédération sportive internationale.
de sport collectif, et ils nous ont annoncé qu'ils avaient 100 000 utilisateurs par an qui leur faisaient des demandes sur leur site web pour faire de l'effacement de données. Donc ils ont besoin d'un module pour notifier le DPO et son équipe, mettre en place des traitements. Et ça, c'est à voir en tête si vous avez vraiment des services à très très gros volume. Et puis troisième, autre sujet sur la partie technique, c'est dans le jargon ce qu'on appelle fatigue du consentement, consent fatigue en anglais. Si vous avez un bout de service dans votre appli mobile qui est géré par le navigateur in-app parce que vous n'avez pas fait les écrans natifs qui vont bien et que vous restez en expérience web, donc quand vous commencez à hybrider l'expérience de votre application mobile, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir ATT, la fenêtre de consentement, les permissions comme on l'a dit tout à l'heure, et puis boum, pour aller acheter l'exemple le plus flagrant souvent, c'est si vous allez sur un site, une application d'un club de sport, ils sont tributaires souvent de Ticketmaster pour la partie billetterie, et puis ils n'ont pas la brique billetterie bien intégrée dans l'application mobile. Donc vous êtes dans l'application mobile, puis quand vous passez dans la billetterie, boum, in-app message, vous allez sur un sous-domaine web, affiché dans une WebView, et il faut redemander le consentement. Ça c'est dans les groupes de presse, souvent ce qui se passe, ils font pas, vous savez, vous avez des lives, donc là, guerre Iran-Israël, live, vous allez sur des grandes marques nationales, vous avez des live textes avec des photos, des embeds de tweets, des embeds de vidéo player, et c'est ultra compliqué à reconstruire en écran natif. Donc ceux qui ont beaucoup de moyens, ils reconstruisent en écran natif et donc ils sont tranquilles. Et ceux qui sont plutôt, on va dire, deuxième rang, ou souvent aussi les marques de presse régionales, ils n'ont pas les moyens et donc ils vont ouvrir WebView à l'intérieur de l'appli pour accéder au live. Donc vous êtes sur l'écran natif, vous avez des boutons rouges, live, guerre Iran-Israël, vous cliquez, boum, vous avez la WebView qui monte et là vous reprenez la bannière de consentement. Donc ça c'est vraiment la fluidité de l'expérience, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ça c'est un gros défi technique. Lorsque vous devez supprimer les données, si vous souhaitez tout de même les conserver, il y a quand même une possibilité de les conserver, c'est d'agréger les données ou de les anonymiser. Donc anonymiser les données, ça ne veut pas dire simplement retirer les données directement identifiantes comme le nom et le prénom, mais vraiment les rendre anonymes de telle manière à ce que, même si vous aviez toutes les bases de données de la Terre, vous ne seriez pas capable de réattribuer ces données. Le meilleur moyen de le faire, c'est l'agrégation, donc de créer des paquets d'utilisateurs de données logiques selon la situation géographique, le type de device, ce genre de choses, où vous faites des moyennes, libre à vous de les faire, mais des paquets de personnes, ce qui fait que derrière ce tas de données, on n'est pas capable de retrouver les personnes. Et là, à ce moment-là, vous sortez du RGPD, vous pouvez les conserver indéfiniment, puisqu'il n'y a pas de risque dessus, et ce ne sont plus des données personnelles. Et si c'est pertinent pour, je sais pas, la suivi de la performance, par exemple, dans le temps de votre application, vous pouvez le faire. Et en complément, de la même manière, donc déjà, Apple, par exemple, impose la suppression à partir du moment où vous avez un outil de création de compte, un lien en direct qui vous permet de supprimer votre compte directement, de manière simple. C'est-à-dire ça doit être fait en un clic, et ça doit pas, on ne doit pas aller sur 10 machins, se désinscrire sur 10 sites parce que vous aviez donné votre consentement à partager vos données entre ces 10 sites-là. Et de l'autre manière, c'est qu'il y a d'un point de vue tech, c'est moins vous gardez des données longtemps si vous n'en avez pas besoin, moins vous gérez des grosses bases de données, donc il y a de l'infra, il y a la notion d'indexage et des performances qui peuvent être assez pénibles, et surtout, après, ça vous la sécurité, c'est juste le fait potentiellement de ralentir la facilité avec laquelle les gens vont pouvoir s'introduire et prendre des données. Moins vous avez de données exposées, moins vous êtes exposé derrière à soit de l'intérêt, soit du bad buzz quand vous avez genre Free ou SFR et toutes leurs données qui sont hackées et les bases de données qui sont remises dans le commerce. Donc ça vous permet aussi derrière d'éviter de travailler à post-intrusion ou post-problématique qu'il peut y avoir parce que des fois ça arrive et ça vous fait gagner du temps après derrière. Enfin, moins en perdre quoi. On a bien parcouru le sujet. On va passer à la conclusion. Je vais vous proposer de donner vos conseils avant de partir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à notre audience? Moi, le conseil, c'est bâtissez une expérience au sein de vos applications mobiles qui serait celle que vous souhaitez en tant qu'utilisateur final. Donc,
quand aujourd'hui les grands chiffres du marché sur l'écosystème web, vous avez 30% du marché, enfin 30% des utilisateurs finaux qui disent non, non, non tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont ras-le-bol d'avoir la même expérience, un peu intrusive, donc ils disent même pas, et donc ils font non, non, non tout le temps. Et vous avez 65% des gens qui vont dire oui, oui tout le temps, et 5% des gens qui vont dire je paramètre. C'est à peu près ça les gros enjeux. Mais vous avez des gros différentiels entre les marques. Donc c'est important d'avoir ça en tête, de créer de la confiance et de l'éducation au démarrage d'un service mobile, parce que c'est votre première impression. Donc c'est la première impression que vous allez laisser. Donc ça c'est vraiment le point fort. Et puis deuxième point que je l'ai déjà mentionné, conseil, c'est onboarding. Mettez-vous vraiment à la place de l'expérience utilisateur, enfin de l'utilisateur final. Il y a encore trop d'applis sur le marché où c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fête des pop-up. C'est pas bien espacé dans le temps. On essaye de mettre tout au démarrage. Il faut espacer. Vous n'êtes pas obligé de tout envoyer dès la post-install et dès l'ouverture de l'appli, quoi. Donc il faut travailler le parcours entre la première, la deuxième session pour essayer d'un peu d'espacer les demandes de recueil, permission, push notif. Enfin, le pire, il reste trop. Push notif, géologue en même temps, c'est plusieurs dizaines de pourcents d'applications qui sont concernées. Bon, des conseils, j'en ai des milliers, mais je vais essayer d'en donner que 2. Le premier, c'est ne collectez pas de données quand vous n'en avez pas besoin. Comme ça, pas de RGPD, pas de problématique. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais le simple fait de se poser la question, déjà, vous pourrez réduire au moins le type de données ou avoir des données moins précises. Un exemple tout bête, c'est ne demandez pas la date de naissance quand vous avez juste besoin de faire cocher une case pour savoir si la personne est majeure, par exemple. Les sites pour adultes le font très bien, par exemple. L'autre exemple que j'ai à donner, l'autre conseil que j'ai à donner, c'est penser à tous les objectifs que vous voulez atteindre vis-à-vis de vos données. Un objectif, c'est pas une fonctionnalité. Je veux, par exemple, permettre à mon utilisateur de trouver le magasin le plus proche en utilisant de la géolocalisation. Voilà. Je veux lui permettre de payer ses factures, etc. Ça, une fois que vous avez cartographié ces grands objectifs-là, qui peuvent se faire en 1 étape ou 5 étapes, qui peut être cross-device, utiliser des SDK, peu importe comment ça fonctionne derrière, mais vraiment l'objectif final, la fin de parcours, vous pouvez à ce moment-là vous poser la question de comment vous devez les encadrer. Parce qu'on a beaucoup parlé du consentement, donc il y a effectivement des traitements, des objectifs à atteindre qui nécessitent obligatoirement un consentement, donc une case à cocher, un oui-non, quelque chose qui est libre. Mais parfois, vous pouvez éviter le consentement. Et c'est la première chose que moi je veux faire avec mes équipes, c'est leur éviter le consentement pour une raison très simple. C'est que on doit gérer 2 populations, un oui, un non, on doit gérer le caractère libre, donc des parcours alternatifs quand c'est non. Et donc, si on peut éviter, c'est pas toujours possible évidemment, mais si on peut éviter le consentement, il faut l'éviter. Et pour ça, il faut se poser la question au début, parce que parfois, quand on est mis dans la boucle en tant que DPO à la fin, on n'aura pas d'autre choix que de dire bah, désolé, mais tu seras obligé de mettre une fenêtre de consentement, c'est dommage, on y aurait pensé plus tôt, on aurait pu faire autrement, l'expérience utilisateur aurait été plus fluide et tu n'aurais pas eu de problématique de gérer 2 types de populations. Donc mon conseil, c'est pensez-y le plus tôt possible. C'est une obligation du RGPD, mais c'est surtout un bon conseil. Et moi, un peu comme Baudouin, sur la partie posez-vous les questions avant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de collecter ces données-là? Quel est l'usage? Est-ce que je vais vraiment le faire? Le coût de la case à cocher, côté Connect, nous on a la notion d'âge, ce genre de choses-là, ou des notions de traitement. Éviter potentiellement de devoir faire un appel back pour valider des règles de gestion sur des traitements d'opérations, ce genre de choses-là. C'est bien pour la planète. Ça permet aussi d'avoir un retour plus rapide, et ainsi de suite. Il y a aussi la notion de assurez-vous bien, alors c'est plus pour la partie tech, comme je le disais, que vous intégrez un SDK, ou en tout cas vous, quand vous avez fait votre analyse du SDK, vous l'avez fait en connaissance de cause. Pas ça marche pas. Ça fait le taf ou ça fait pas le taf. C'est qu'est-ce que ça fait, l'impact que ça peut avoir, donc le consentement, parce que forcément potentiellement votre DPO et l'équipe ne comprend pas d'un point de vue tech ce qui va réellement se passer à ce moment-là. Et c'est le rôle d'un expert technique, quel que soit son niveau, de se poser la question de
Ma librairie a fait ça, mon SDK qu'on me demande d'intégrer parce que c'est une nouvelle contrainte, un nouveau partenaire, il fait ça. Ben, moi aussi j'ai des exigences à lui dire. Assurez-vous, on a besoin de vous demandez tel consentement, pourquoi je vois qu'il y a ça qui part d'un point de vue réseau chez vous, pourquoi, et ainsi de suite. Et ça vous permet vous aussi de comprendre comment sont faites les choses, et le jour où on vous demandera de le justifier, parce que ça peut arriver. Par exemple, chez Connect, on reçoit des demandes de pourquoi l'application demande telle permission, pourquoi j'ai besoin d'accéder au calendrier quand je fais telle opération, pourquoi c'est la lecture complète. Parce que vous avez la personne, le DPO ou la personne juridique qui va vous relayer cette information-là, vous êtes capable de lui répondre directement en lui disant typiquement, la demande de calendrier, c'est lié aux nouvelles permissions demandées par iOS, et ainsi de suite. Donc, plus vous anticipez les cas où ça peut être source de problèmes ou les choix qui ont été faits et pourquoi ils sont faits de cette manière-là, plus ce sera plus simple de le justifier et plutôt d'éviter de se reprendre un retour de bâton derrière. Et je voulais juste rebondir, tu disais exigeant. Informez-vous, côté équipe de développement, pour être exigeant vis-à-vis de vos interlocuteurs en interne, qu'ils soient marketing, product. C'est-à-dire que le niveau d'exigence, c'est pas uniquement sur l'intégration SDK, c'est aussi sur faut que vous soyez force de conseil et de contre-proposition si vous avez les bons niveaux sur ces sujets-là pour dire ah non là l'expérience utilisateur que vous avez pensé ça va pas du tout pour telle et telle raison. Donc il faut que vous soyez un peu, notez-vous des armes pour être un peu égal à égal sur ces sujets. Je pense que c'est assez important pour être exigeant vis-à-vis de l'interne. Allez, un petit conseil bonus. Sur le site de la CNIL, il y a quand même beaucoup de fiches thématiques. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Google, quelques mots-clés, espacez du mot CNIL, et vous allez trouver des fiches thématiques qui sont très vulgarisées et qui vous aideront avec des exemples concrets. Et la CNIL met à disposition une hotline anonyme que vous pouvez les joindre. Je crois que c'est ouvert tous les après-midi. Vous les appelez, vous leur exposez votre problème, vous leur demandez un avis, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne connaissent pas votre société, et vous aurez un avis d'expert derrière. C'est toujours préférable de savoir à quelle sauce on peut être mangé sur un sujet sur lequel on n'a pas l'habitude d'être confronté. Et ça m'est déjà arrivé de les appeler. C'est super, merci énormément à tous les trois pour cette discussion, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Et si vous avez des questions, ils sont tous les trois encore ici, donc n'hésitez surtout pas. Sur le bras. Ah, petite photo. Hello, merci pour un débat, plein de bons conseils et de bonnes idées. Moi j'ai deux questions. La première c'est RGPD, c'est en Europe. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur ce qui se passe aux US? Et il me semble qu'il y a des différences par État, je ne suis pas complètement sûr. Et deuxième mot sur, on a parlé un peu plutôt des grosses entreprises qui vont être facilement contrôlées plus par la CNIL. Est-ce que, selon votre expérience, il y a un vrai risque pour les startups, les beaucoup plus petites boîtes? À quel moment vous conseillerez de commencer à vraiment... parce que ça a un coût aussi de s'occuper de ces sujets-là. À quel moment vous conseillerez de vraiment s'y pencher? Je vais commencer par la première question. Le RGPD, donc on parle de l'Europe, c'est pas exactement l'Europe, c'est l'espace économique européen. Il y a quelques petites différences pour certains pays. Ensuite, la portée du RGPD. Toute personne qui est résident européen est couverte par le RGPD. Faut bien comprendre la portée du truc. C'est que c'est une loi extraterritoriale. Je suis français, je vais au Japon, je prends une carte de fidélité dans une boulangerie, ne me demandez pas pourquoi. J'ai les mêmes droits RGPD qu'un Américain qui est en France et qui utilise l'application SNCF Connect. Donc ça, c'est important de le comprendre. La deuxième, c'est quand vous transférez des données dans d'autres pays, il faut s'assurer que la réglementation elle soit d'un niveau équivalent. Lorsque vos fournisseurs stockent les données dans un pays, tapez dans votre moteur de recherche préféré, RGPD dans le monde, vous allez tomber sur une carte de la CNIL qui va vous donner avec un code couleur le niveau de conformité des pays. Si le pays est déclaré comme adéquat, c'est vraiment le mot-clé, adéquat, vous n'avez rien à faire. Enfin, vous n'avez rien à faire de plus en tout cas. Et je vous invite à travailler avec des pays qui sont adéquats. Si le pays n'est pas adéquat, ça veut dire que lorsque vous envoyez des données là-bas, les droits et libertés des personnes sont en danger par rapport aux droits européens. Et donc vous devez, si vous souhaitez quand même les envoyer là-bas, avoir des garanties supplémentaires. Et garanties supplémentaires à votre niveau, ça veut dire du chiffrement, ça veut dire des clauses juridiques, etc. Vous voulez éviter des nœuds au cerveau,
et éviter d'envoyer les données dans des pays qui sont non adéquats. Et plus spécifiquement sur les États-Unis c'est un peu particulier. Ils ont un cadre d'adéquation qui a déjà été annulé par 2 fois dans le passé. Aujourd'hui, on est au 3e accord. Ça s'appelle le Data Privacy Framework. Je vous invite à aller sur le site internet du gouvernement américain en tapant Data Privacy Framework. Dès lors que vous travaillez avec un sous-traitant américain, et vous allez voir s'il est dans la liste des sociétés qui sont certifiées. Si elles sont certifiées et que c'est valide, à ce moment-là, vous pouvez envoyer les données là-bas, encore une fois, sans actions supplémentaires. Mais attention, ces certifications, elle est renouvelée tous les ans. Donc, c'est-à-dire tous les ans, il faut se mettre un petit rappel dans son calendrier pour aller vérifier que c'est OK. Et si l'entreprise n'est pas certifiée, il faut à ce moment-là utiliser un autre mécanisme de transfert. Et c'est tout ce que j'adore. Donc le petit conseil, c'est éviter autant que faire se peut d'envoyer dans des pays non adéquats. Et sur la question des autres pays, donc RGPD, vous avez des clones. Il y a des petites subtilités, mais grosso modo, vous avez des clones sur Royaume-Uni, sur Suisse, sur le Québec, sur le Brésil, sur l'Australie et sur l'Afrique du Sud. Les États-Unis, c'est encore différent. Ils ne sont pas du tout dans une approche où l'utilisateur doit donner son consentement pour faire quelque chose. Ils sont exactement dans l'inverse. Et ils sont dans l'inverse pas partout. Californie, c'est la loi qui s'appelle CCPA. Donc là, par défaut, l'utilisateur peut être traqué. Et c'est à l'utilisateur de dire non. Donc on est complètement dans une philosophie différente. Cette loi-là californienne a inspiré 18 autres États. Donc il y a 19 États aujourd'hui qui sont dans ce régime très... là, c'est un do not share my data ou do not sell my data. Donc ça, c'est un lien à mettre dans les applications do not share, do not sell. Par contre, il y a 30 États où rien n'est obligatoire, modulo un sujet qui est le tracking des moins de 13 ans. Donc il y a une loi fédérale qui interdit le tracking des moins de 16 ans. Et là, récemment, il y a l'État du Michigan qui a porté plainte contre la plateforme Roku, qui est une des plus grandes plateformes vidéo américaines, parce qu'il traquait les enfants de moins de 13 ans. Donc ça, c'est la loi qui s'appelle COPPA. Donc c'est 2 autres acronymes à retenir, c'est CCPA Californie, qui diffuse lentement mais sûrement aux États-Unis, et COPPA, qui est la loi pour les enfants. Et sur la question sur les startups, moi, je ne vais pas donner de taille à partir duquel il faut s'interroger. Moi, d'expérience et des discussions que j'ai eues dans cet écosystème de start-up mobile, le sujet arrive à partir du moment où votre start-up décolle, commence à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, ou si vous êtes dans une histoire de financement par l'écosystème des capitaux risqueurs. Parce que quand vous rentrez dans la story capital risque, levée de fonds, là, à un moment donné, les fonds vont mettre de l'argent si vous êtes clean au niveau de la data, d'avoir un beau data privacy agreement, data processing agreement nickel, disponible en ligne, donc relu par des avocats qui montrent que l'entreprise est sérieuse. Et donc c'est un critère. C'est pas uniquement un critère de conformité vis-à-vis de RGPD, c'est aussi un critère de structuration de l'entreprise, montrer que vous prenez à cœur ces sujets. Et il y a des fonds sur la place française qui refusent de mettre de l'argent si tout n'est pas clean au niveau de la data. Voilà. Donc ça, ce serait moi mon conseil, c'est attention à l'avenir de l'entreprise. Ouais, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas se faire épingler par la CNIL. Ce qu'on regardait vendredi quand on a échangé, il y a la mairie de Kourou, je crois, c'est ça ? Commune de Kourou qui s'est fait épingler par la CNIL. C'est une amende. Alors en plus mais surtout ça fait mauvaise presse. Et comme tu disais, justement, quand on est une start-up même petite, le fait d'avoir mauvaise presse, déjà, ça aide moins à toucher les gros clients. Et encore plus, en fait, cette partie visibilité-là, elle est pas bonne, quoi. L'amende, c'est chiant, mais des fois, c'est plus difficile de se défaire d'une mauvaise réputation à un moment que de prendre les choses bien et de les faire dès le départ correctement, quoi. Ou en tout cas de se poser la question. En tout cas, ce sera une étape obligatoire à un moment donné de la vie d'entreprise. Et même les grosses boîtes, typiquement nous, quand on travaille avec des petites startups sur des solutions techniques, ces exigences-là, elles vous le demanderont, en fait, parce que ces grosses sociétés-là, elles ont des contraintes déjà et elles se l'imposent. Donc ce serait dommage de passer à côté de l'opportunité de passer d'une petite boîte à potentiellement la prochaine licorne
juste parce qu'on ne s'est pas posé la question dès le départ. On s'est dit, ouais, on fera ça plus tard. On a toujours une bonne raison de ne pas le faire, mais malheureusement, des fois, c'est ultra bloquant, quoi. Et les accords sur les traitements des données avec les grosses sociétés, si vous êtes dans une start-up, vous allez rentrer non seulement dans le processus de négociation de votre partenariat ou de votre contrat client-fournisseur, mais vous allez rentrer aussi, le grand groupe va vous dire « Ah ben non, mais moi votre accord, j'en veux pas, c'est le mien, et il fait 40 pages, et on va rentrer dans une négo juridique, et ça va vous coûter de l'argent. » Et en tout cas, il faut vraiment, ce que je disais, il faut s'acculturer sur ces sujets, parce que c'est un peu un sujet liquide qui rentre partout. Ok. Dernière question, si quelqu'un en a une. D'abord, merci pour les échanges. La question est peut-être un peu innocente, mais si on travaille sur une application qui est accessible pour des employés d'une entreprise, par exemple, est-ce que l'accord commercial qu'il y a eu entre l'entreprise et l'éditeur de l'application peut suffire et peut remplacer le bandeau RGPD sur l'accès à certaines données, ou alors non, il faut dans tous les cas avoir un bandeau RGPD pour la gestion des données? Le diable est dans le détail, ça va dépendre de l'objectif, encore une fois, de cette application, globalement à quoi ça va servir. Si on prend un exemple, je sais pas, cette application permet de dire qu'on est au boulot, ça fait office de badgeuse, par exemple, ce genre de choses. Bon, bah, ça rentre dans le cadre du contrat de travail, du droit du travail et de l'intérêt légitime de l'entreprise d'effectuer ce type de traitement, dès lors qu'ils ne sont pas trop intrusifs et que ce n'est pas du flicage minute par minute pour savoir si tu es dans l'entreprise ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une réponse un peu généraliste. Et si on ne peut pas faire de lien avec l'intérêt légitime de l'entreprise de traiter ces données, il va falloir un autre encadrement juridique, et l'autre encadrement juridique, ça peut être le consentement ou ça peut être une autre base légale. Donc ça va dépendre vraiment de l'application en elle-même et de l'usage. Ok, merci. Ok, merci beaucoup aux intervenants, merci Claire pour l'orga, merci Jérôme pour les cookies. Et merci à l'assistance qui était ultra concentrée. Hein. Merci à tous. On va pouvoir déjeuner, on se retrouve à 14h. Merci. Bravo.